On parle de vous dans la presse, dans les médias, on vous a décrit par le prisme de vos parents quasiment toute votre vie. On a dû aussi vous juger, vous critiquer, vous scruter forcément. Tout le temps. Moi j'ai eu ma mère, ma grand-mère, mon père de temps en temps, rarement, mais c'était toujours fun avec lui en fait. Mais il me manquait beaucoup, j'ai vécu sans lui toute mon enfance. À partir du moment où on est des êtres humains, on a tous des traumas, des choses qui nous ont choqués, marqués. Ça m'a pris du temps, mais qu'est-ce que c'est bon quand on se débarrasse de ça. Bonjour David. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans le portrait de Mentor Show. Alors je vous reçois parce que vous démarrez une tournée pour Requiem pour un fou. Vous avez sorti l'album qui est là en juin. Il y a plus de 100 dates jusqu'en avril 2025. J'aimerais vous demander à quel moment de votre vie d'homme et d'artiste ce projet arrive aujourd'hui? Il arrive il y a 2 ans à peu près où je commence à réorchestrer certains de mes anciens titres. En fait, je trouve que la production vieillit un peu, je me dis ah, c'est dommage, c'est une bonne chanson, j'aimerais bien voir ce que ça ferait d'en faire des 2.0 en fait. Voilà, donc je refais une chanson qui s'appelle High, et ensuite une deuxième, et je me dis bon ben tiens, c'était vraiment intéressant à faire au niveau artistique, musical, créatif, tout ça, et je me dis pourquoi pas refaire 100% que j'avais composé pour mon père. Donc je refais ce titre-là. Et puis, donc, vous savez comment c'est, une curiosité en emmène une autre. Donc, j'ai fait plus de mes titres, plus de ces titres que j'avais composés pour lui. Et puis, pourquoi pas avoir un spectre un petit peu plus large sur sa carrière et refaire des titres que je n'ai pas composés. Donc, je me suis pris, j'ai repris Requiem pour un fou. Bon, j'ai commencé à un petit peu explorer tout ça. Et finalement, j'ai commencé à écrire une histoire, quasi inconsciemment, on va dire, en refaisant ces titres, les miens. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et donc, c'est devenu une thématique de tournée aussi, l'album, la tournée, voilà, avec des références, on va dire, de cinéma aussi que j'ai, parce que la musique, moi je suis très cinéphile, et la musique et le cinéma, ça matche bien. Donc, voilà, moi j'ai un de mes films préférés qui s'appelle Phantom of the Paradise de Palma, que je n'avais pas le droit de regarder quand j'étais petit et je l'ai sneaké pour le regarder en cachette. Et ça m'a vraiment troublé, la musique était tellement incroyable. Et donc j'ai voulu un petit peu donner à ce projet un côté énigmatique, un peu mystérieux, théâtral, cinématographique. C'est pour ça que j'ai commencé avec le clip de Requiem pour un fou, et voilà, ça a évolué comme ça. Et pourquoi, à votre avis, vous avez eu envie de faire ce projet à ce moment-là de votre vie? Il n'y a pas de moment, c'est venu comme ça en fait. Je ne me suis pas levé un matin en disant tiens, je vais faire ça. Ouais. Non, c'est vraiment venu comme ça. Je crois que j'étais en vacances, et puis je me suis dit, je compose toujours des titres, pas tous les jours, mais presque, en étant libre, donc je vais au studio, et puis je bosse, et je vois s'il ressort quelque chose d'intéressant. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais faire ça, j'avais rien en tête, vraiment, donc j'ai commencé à refaire mes titres, et voilà, c'est parti de là. Le principe de notre émission, je vous ai demandé d'amener et de choisir 2 photos qui vous tenaient à cœur. Et du coup, vous nous avez envoyé donc 2 photos. La première, c'est celle-ci. Donc, elle est assez dingue. On voit clairement dans la gueule du loup. Alors, c'est marrant parce qu'il y a forcément une forme de danger, mais aussi beaucoup de tendresse avec votre main sur l'animal. Pourquoi vous avez choisi d'amener cette photo aujourd'hui? Je l'ai choisi parce que c'est une vraie histoire d'amour entre lui et moi. Il y a beaucoup de signes avec cet animal. Il s'appelle Oulala. Et en fait, c'est l'alpha d'une meute d'une quinzaine de loups et de louves. Et j'ai tourné un clip avec lui qui s'appelle Ma dernière lettre. Et en fait, j'ai passé une bonne quinzaine de jours avant le tournage, le temps qui m'apprivoise, plutôt, les loups. Et puis j'ai toujours été passionné, moi j'adore les animaux, et le loup, depuis que je suis petit, depuis qu'on m'a raconté l'histoire du grand méchant loup, je me suis dit, c'est pas possible, il peut pas être si méchant que ça, le loup. Donc j'ai toujours été un petit peu obsédé par cet animal, et quand j'ai tourné avec lui, il y a eu un vrai truc
qui s'est passé entre nous et je retournais le voir tout le temps en fait. Et finalement, on était si bien connectés tous les deux que j'avais les clés en fait de l'enclos à loups, qui c'était 50 hectares, c'était un gros domaine. Et je rentrais tout seul pour aller le voir autour des loups. Et je faisais l'assiette avec eux l'été. J'ai passé beaucoup de temps. Et donc ça, c'est une séance photo qu'on avait faite après le tournage, où il est venu sur Paris tout le monde était parti quand ils l'ont vu arriver, parce qu'il il est assez balèze. Mais il y a eu un vrai truc d'amour entre nous. Il y a un truc spirituel aussi, il y a un truc fort. Donc je suis retombé sur cette photo et je me dis tiens, il faut que je fasse partie des deux. Ouais, vous avez bien fait. En plus, Ma dernière lettre, le clip, c'est votre sœur Laura Smet qui l'avait réalisé. Ouais. Ce loup, forcément, il fait penser à votre père. Oui, c'est un petit peu le thème aussi de ce clip. Oui, magnifique d'ailleurs. Ouais. Avec les yeux bleus, la force, la bête de scène. Ouais, c'était symbolique, ouais. Ouais, très symbolique. J'ai lu dans une interview que même 7 ans après, vous ressentiez parfois des signes de la présence de votre père. Vous y croyez à ça? Si j'y crois, si je vous racontais racontez. Toutes mes croyances, non, on n'a pas assez de temps. Mais oui, ça m'arrive. Mais aussi, plus que ça, aussi, pas simplement avec lui, avec ceux qui m'ont aimé, que j'ai aimé aussi, et puis d'autres choses aussi. Il y a le côté spirituel et ce qui se passe et ce qu'on ne voit pas est tellement immense, et ce qui n'est pas fait pour être compris par l'homme, moi, me fascine. C'est le côté mystérieux de la vie, en fait, qui me passionne. Et comme je suis hyper connecté depuis que je suis petit à plein de choses, en fait, je me sers de ça aussi pour créer, pour composer mes chansons, pour trouver des thèmes, ça a le côté spirituel a une grosse incidence, moi, dans ma façon de créer et qui je suis. C'est-à-dire que vous écoutez beaucoup les signes, vous suivez beaucoup votre intuition. Oui, beaucoup, oui, beaucoup. J'ai des signes très très forts. Et plus on a la foi dans ce genre de choses, et plus les signes sont forts. Ah ouais. Et souvent. Ils viennent souvent, même pendant un dîner festif, ou peu importe. Hein, ça peut venir, il y a des choses assez incroyables qui se passent. Et en parlant de votre père, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous avez eu l'impression de recevoir un signe de sa part? Non, mais c'est un état un peu permanent. Ouais. C'est surtout quand je travaille. J'ai beaucoup senti qu'il était là pendant l'enregistrement de cet album, aussi quand on a fait le clip avec Laura. Il y a des moments, c'est surtout dans les moments de création en fait que ça se passe. Puis des fois, je ressens pas de présence. Des fois, c'est comme ça. Ils ont des choses à faire aussi ailleurs. Ouais, oui. Moi, c'est assez intéressant parce que parfois, quand on parle de ça, c'est un sujet où on peut un peu nous prendre pour des fous. Ouais, mais c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Il faut tout, final, tout existe. Ça a l'air de pas mal guider vos pas, donc pourquoi pas. C'est ça. David, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que depuis votre naissance, on a beaucoup raconté votre vie à votre place, depuis même le jour où vous êtes né. Il y a 1 an, vous avez publié ce livre, Meilleur album, qui est vachement bien. On a le sentiment d'un exercice assez thérapeutique, mais du coup, je voulais savoir si c'est un exercice thérapeutique pour vous. Qu'est-ce que ça vous a permis de soigner, de réparer, de comprendre, de vous plier à cet exercice qui est assez exigeant de l'écriture? En fait, d'abord, c'était un nouvel exercice pour moi. Je n'avais pas l'habitude d'écrire. D'ailleurs, quand je parlais avec mon éditeur, je lui disais, mais moi, je n'ai jamais fait ça. En fait, il me dit, écoute, t'inquiète pas, écris ce qui te passe par la tête, et puis après, on corrige. Mais écris ce que tu veux, raconte ce que tu veux raconter. Donc, je me suis dit, comme je ne suis pas auteur à la base, j'ai dit, je vais faire simple. Je vais commencer au début de ma vie, en fait. Et je vais raconter un petit peu, dans ce livre, je raconte comment j'ai vécu dans ma famille, un petit peu comment je me suis développé musicalement, quand je me suis développé humainement avec tout ce qui se passait autour, le côté un petit peu, la force que m'a enseigné ma mère, le côté créatif aussi de mon père, enfin, et puis d'autres personnes, de mon oncle, donc pour aider les gens à comprendre un petit peu qui je suis vraiment, parce que j'ai l'impression qu'on me connaît pas vraiment du tout, ou pas bien du tout, parce que des fois... c'est comment ça se passe. On fait des artistes un petit peu dans la presse ce qu'ils ont envie de dire, sauf que des fois, quand on parlait de moi, pour la plupart,
la plupart du temps, je trouvais qu'on parlait à un espèce de cousin assez lointain, je l'exprime comme ça dans mon livre, comme si c'était pas moi en fait. Donc je me suis dit, ben, au moins je vais me raconter, et je vais raconter ma façon de voir la vie, et par le développement musical, le développement humain, et je touche à beaucoup de sujets, hein, oui. Pas simplement familial, il y a beaucoup de sujets, on parlait un peu spirituel et tout ça, ma façon de voir les choses, et voilà, c'était hyper plaisant à faire, et finalement je l'ai fait, j'ai mis 1 an à l'écrire, et non, je suis content que ça ait plu. Ça vous a fait du bien? Ouais, ça fait toujours du bien. D'écrire, bien sûr. Moi, je compose, je fais de la musique, donc je connais que ça, en fait. Parce que c'est ce que je fais depuis que je suis petit, donc composer des chansons. Et ça, c'était un autre exercice, mais c'était aussi intéressant, je trouve. Ça m'a donné envie de peut-être d'en faire un deuxième, de voir si je m'attaque à un roman ou si je m'attaque à... Mais je suis surtout... j'aime beaucoup lire les expériences de vie en fait des gens. Je trouve que ça apporte beaucoup, c'est très enrichissant. Donc je sais pas, je suis en train d'y... Là je peux rien faire d'autre que ce que je fais, forcément. Mais ça m'a donné envie en tout cas. Mais oui, c'est vrai bon, même si tout le monde n'a pas eu les parents que vous avez eus, ni la carrière, ni le parcours, on en tire beaucoup d'enseignements sur la relation avec le père, la relation avec les parents. Oui, c'est ça, c'est pas une question, c'est une question de famille. On va dire que c'est assez accessoire en fait pour moi, en tout cas. Oui, je viens d'une famille musicale, une famille d'artistes, j'ai 4-5 générations de famille d'artistes, voilà, mais c'est pas ça en fait que je raconte. Je le raconte un petit peu, mais à travers mes yeux d'enfant, puis à travers mes yeux de tous les âges jusqu'à aujourd'hui, donc c'est ça que je trouvais intéressant. Quand vous étiez petit, vous aviez conscience de là où vous étiez tombé, si je peux dire un peu familièrement, est-ce que vous aviez conscience d'être dans une famille... voilà, aussi connue. La baraque un peu. Ouais. Non, mais aussi connue d'artistes, etc. Ou vous pensiez que c'était la normalité et que tout le monde avait la même vie que vous? Oui, parce que en fait, j'étais très, très épris par la musique et très jeune. Je suis né musicien, donc c'était une vocation et pas une passion hein, de week-end. Donc c'était vraiment ce que je voulais faire dans la vie. Donc je trouvais que c'était normal en fait. Bon, mon père fait ça. Maman fait ça, mon oncle fait ça, enfin bon, et puis ça va, plus on remonte chez nous, on a des peintres, des sculpteurs, on a des architectes, on a de la musique, enfin bon, donc ça m'a aidé à comprendre plein de choses en fait sur moi. Donc mes petits, je trouvais ça assez normal, d'ailleurs, je le dis aussi, j'arrivais en classe et je demandais, quand on avait commencé une nouvelle année, je dis, toi, il chante quoi ton père ? Et il dit, mais moi, mon père, il chante pas, pourquoi? Quand t'es petit, tu sais pas, quoi. C'était facile de se faire des copains? Ouais, à cet âge-là, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux, on s'en foutait complètement de qui était qui. C'était... Non, c'était facile. Enfin, facile. Moi, j'étais compliqué. Mais sinon, c'était facile de... compliqué en quoi? Non, j'étais un peu, pas antisocial, mais j'étais un peu dans ma bulle. J'étais un gamin un peu... hyper turbulent, mais quand j'étais seul, j'étais plutôt dans ma bulle, je parlais pas beaucoup, j'étais tout le temps en train de rêver, des trucs, j'étais dans mon monde, quoi. Donc je remercie le ciel d'avoir été happé vers la musique, faire quelque chose de créatif, parce que je sais pas ce que j'aurais fait sinon, ça aurait été plus compliqué de m'exprimer. Mais par contre, je m'exprimais très bien en public et j'aimais bien faire le show. Et puis, j'étais très casse-cou, assez turbulent, mais seul. Donc j'ai toujours été un petit peu compliqué en ce qui concernait un petit peu mon cercle d'amis, en fait. Je m'entendais pas avec tout le monde, en fait. Mais sinon, ouais, c'est facile. Alors forcément, quand vous étiez petit, vous avez connu l'absence de vos parents pour les besoins de leur carrière, de leurs ambitions. Ouais, comme beaucoup. Hein. Et est-ce que, avec le recul maintenant, vous diriez que vous en avez souffert ou que ça vous a donné finalement une force, ça vous a donné la gagne et l'envie de réussir? On sait comme on reproduit parfois nos schémas et comme nos parents peuvent nous transmettre des choses. C'était de grands artistes avec une carrière incroyable. Qu'est-ce que vous en tirez maintenant au final quand vous repensez à ces absences? Je crois que ces absences ne m'ont pas fait de mal, vraiment. Elles m'ont, par moments, elles m'ont un petit peu rendu triste. Je pense que l'absence fait qu'un enfant a besoin de ses parents, en fait. Mais en même temps, j'étais un petit peu partagé entre la folie et l'équilibre, un petit peu. Donc j'étais un petit peu partagé. J'aimais bien l'un et l'autre.
en fait. Donc, par moments, j'étais triste, mais par moments, je me suis dit, ah, j'ai tout mon temps pour moi, personne n'est là pour me... Et en même temps, j'avais ma grand-mère maternelle qui était là, avec qui je vivais, qui m'a élevé aussi. Donc bon, ça allait, j'étais dans dans mon propre désordre personnel, je m'y retrouvais, en fait. Il y a un psychiatre que j'aime bien citer et qu'on a reçu ici, c'est Boris Cyrulnik, je ne sais pas si vous voyez. Lui, il dit que quand on a acquis des facteurs de protection dans l'enfance, on peut se remettre dans notre vie de traumas en puisant dans ce qu'on a connu. Fort. Mais d'ailleurs, je pense que les traumas dans l'enfance, chacun, on est armé différemment, mais nos traumas sont très différents. Mais on en a tous. Donc, à partir du moment où on est des êtres humains, on a tous des traumas. Des choses qui nous ont choqués, marqués. Vos facteurs de protection, vous, ce serait quoi? Et forcément, et moi, mais j'en parle justement dans mon livre, j'ai été vraiment armé, mais parce que j'ai eu un équilibre aussi. Je pense que quand on n'a pas de cellule familiale qui fonctionne, après je suis pas un psy, hein, mais j'imagine, moi j'ai eu ma mère, ma grand-mère, mon père de temps en temps, rarement, mais c'était toujours fun avec lui en fait. Mais il me manquait beaucoup, j'ai vécu sans lui toute mon enfance. Donc forcément c'est pas fait, enfin l'enfance n'est pas fait pour vivre sans l'un et l'autre. Donc je pense que je me suis dressé des murailles de protection partout. Mais parce que j'avais un équilibre, donc je me suis senti plus fort. Sans ça, sans l'équilibre de ma mère, ma grand-mère, tout ça, je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi. Je me serais mis en fait des murailles de Chine partout et j'aurais été plus associable. Je pense que j'aurais eu plus de mal, j'aurais eu moins confiance en moi, je pense. Voilà, je pense que ça m'a apporté une certaine confiance en moi dans ce que je sais faire. Après le reste, voilà, c'est un petit peu mon analyse comme ça à froid, mais je pense que d'ailleurs les traumas sont là pour une bonne raison. Hein. Le bien et le mal existent pour une bonne raison. Hein. Je veux dire, pour savoir ce que c'est que comment il faut agir, il faut connaître le mal, il faut savoir. Donc c'est pareil pour les traumas. Les traumas renforcent. C'est difficile, mais les traumas renforcent sur la durée. Et pour moi, ça a été ça aussi. Alors, à 13 ans, vous partez vivre aux États-Unis et ouais. J'entendais votre mère, Sylvie Vartan, la dernière fois sur France Inter, elle disait « J'ai dû partir pour protéger mon petit en parlant de vous, bien sûr. Quels étaient les risques, au fond, pour vous? Moi, je connaissais pas les risques, moi. Moi, j'aimais bien les risques. J'étais casse-cou, hein. Donc, moi, les risques, je sentais pas qu'il y avait des risques. Au contraire, j'étais super content de partir. De quoi elle a voulu vous protéger, vous pensez? Bon, sans doute, c'est une vraie maman, donc je pense de la folie médiatique, des fans autour d'eux. À l'époque, c'est pas comme les fans, c'était vraiment, il y avait vraiment beaucoup d'hystérie, quoi. Donc devant chez nous, c'était tout le temps blindé de gens qui venaient, qui appréciaient mes parents et tout. Soit c'était super, mais pour un bébé, pour un petit garçon, ça m'avait un peu il y avait des choses qui m'ont un peu pas traumatisé, mais qui m'avaient, ça me faisait quelque chose, quoi. Un petit peu comme on volait tes parents, ils comprennent pas quand t'es tout petit, quoi. Donc finalement, moi j'étais content de partir et j'ai découvert un pays où j'ai appris mon métier aux États-Unis, j'ai commencé mon métier là-bas. Et finalement, c'est ce pays qui m'a fait revenir chez moi, en fait. Oui. Donc j'y suis attaché. Et non, moi pour moi, il n'y avait pas de risque. Non, je pense qu'elle voulait me protéger de ça surtout, d'avoir une enfance, on va dire, plus normale, faire des potes sans qu'il y ait cette espèce de truc énorme au-dessus de ma tête, et elle a bien fait. À quel moment, David, vous avez commencé à chanter? À quel moment vous aviez découvert que vous chantiez bien? J'ai découvert que, en fait, c'est mon beau-père qui m'a poussé à chanter. Ouais. J'ai jamais voulu chanter jeune. Par peur de la comparaison avec non. Johnny? Alors, pas du tout. C'était pas du tout présent, non. ça, dans on peut s'imaginer ça, oui, c'est vrai. Mais c'est pas du tout le cas. Okay. Non, c'est juste que c'était pas une passion, c'est tout. Mais quand j'ai commencé à composer et proposer mes chansons à une maison d'édition aux États-Unis, c'est d'ailleurs c'est elle qui m'a donné mon indépendance financière, et à 17 ans je suis parti de chez moi grâce à ça, parce qu'il m'a racheté mes chansons, je gardais aucun droit, mais j'ai encore des potes qui font ça aujourd'hui. Et en fait, mon beau-père m'a poussé à chanter, et moi je voulais pas. Il me disait, tu dois apprendre à chanter. Je dis, mais pourquoi? Mais parce que c'est toi ton propre créateur, t'es ton propre artisan, c'est toi qui fabriques tout. T'as pas envie d'attendre que quelqu'un vienne chanter sur tes maquettes pour proposer tes chansons. Fais-le toi-même. Et je dis, c'est pas con ça.
Donc j'ai commencé à prendre des cours de chant avec un mec génial, c'était un peu mon troisième père spirituel, prof de chant qui s'appelait Seth Riggs, et il enseignait Michael Jackson, Steve Perry, Lou Gramm. En fait, c'est l'époque, les années 80, dans le rock, on va dire des chanteurs à voix, quoi, des ténors, on va dire. Donc j'ai appris avec ce mec-là, je suis resté 4 ans avec lui, et finalement je me suis développé une espèce pas de passion, mais ni d'amour vraiment, mais je trouvais ça sympa en fait de chanter. J'ai eu mes premiers groupes de rock où j'étais derrière en tant que batteur. Et un jour, notre chanteur ne chantait plus, et c'est moi qui me suis mis au chant. Mes potes disaient tiens, pourquoi toi tu as pris des cours de chant, chante. Et j'ai commencé à chanter, et puis voilà, je suis toujours resté devant en fait. Vous pensez qu'il y a une hérédité dans le fait d'avoir une belle voix et de savoir chanter? Non. Ça dépend de chacun, vraiment? Je pense qu'on peut vraiment apprendre. Okay. Après, il y a des gens qui sont vraiment pas doués rythmiquement, d'un point de vue rythmique, et qui galèrent avec ça, mais je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Après, il peut y avoir des choses un peu que tout le monde ne chante, même avec des cours, mais on peut apprendre certaines choses, par contre, des choses techniques, on peut s'améliorer, voilà. Alors après, d'ici à aller en faire son métier, si c'était si facile, hein, tout le monde le ferait. Hein. Quel rôle il a joué, votre beau-père, Tony Scotti, dans votre construction d'homme et d'artiste? Énorme, énorme. Mon beau-père, c'est un homme qui a été élevé à la dure. Il a grandi dans le New Jersey avec 2 frères. C'était l'époque, dans les années 50, où sur la côte est des États-Unis, c'était vraiment difficile. Donc il a cette espèce de poigne et cette intelligence et cette tendresse sans être tendre, vraiment. Et il m'a vraiment, dans les coups durs de ma vie, il m'a vraiment, on va dire, il s'est jamais apitoyé sur moi. C'était plutôt un espèce de bootcamp, mais sympa quelque part. Donc il m'a donné cette force en plus que j'avais déjà de par mes parents, mais il m'a donné cette force en plus. Et puis surtout, c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui, que j'ai une carrière aujourd'hui, parce que moi je voulais pas, je voulais juste composer des chansons pour les autres, faire des musiques de films. Et jouer de la batterie de temps en temps comme ça avec mes potes, mais j'avais aucune stratégie de carrière, et c'est lui qui m'a dit non, tu fais les choses comme ça, tu dois faire ça, tu dois voilà, et je les ai faites, et donc tout ça, c'est quand même beaucoup grâce à lui. Après il y a le travail, il y a tout ça, mais c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier sur ce que je suis devenu aujourd'hui musicalement, et par la force. Chez nous, on n'a jamais eu de compliment gratuit. Hein. Oui. C'était plutôt à la dure. Même quand vous avez fait écouter vos premiers albums à vos parents? C'était jamais assez bien. Quand ils disaient c'est bien, c'était Noël, quoi. Okay. Et en même temps, je comprends aujourd'hui pourquoi. Pourquoi? Parce que c'était pas assez bien. Donc il faut que ce soit comme il faut que ce soit, quoi. Donc tu recommences, donc il faut recommencer, et puis tu recommences. Peu importe si ça prend des jours. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Johnny, quand il a écouté les premiers jets de votre premier album? Au début, il m'a pas reconnu, en fait. Parce que ma voix chantée ne ressemblait pas à ma voix parlée. Donc il m'a dit c'est bien ça, c'est qui? Je dis c'est moi. C'était une cassette, et c'était sur un titre, je me souviens plus lequel c'était, mais un titre de l'album que j'avais sorti sur mon premier album. Et il avait été surpris, il m'a dit mais je t'avais pas reconnu. Il s'en voulait de pas m'être reconnu. Est-ce qu'il avait trouvé ça bien? Je me souviens plus, mais je pense qu'il était plus bluffé par le fait de m'entendre chanter, parce qu'il pensait pas du tout que j'allais chanter. Je sais plus, mais j'imagine qu'il avait apprécié, ouais. Alors ces premiers titres, ils vous ont mené loin, puisque là vous nous avez amené donc la deuxième photo. On vous voit, donc c'est votre disque d'or. C'est en fait le début de ma carrière en France, on va dire. C'est l'année en 88 où j'arrive en France, et on m'annonce que mon album est disque d'or. Donc c'est mon premier numéro 1. Avec High, mon premier disque d'or de ma carrière, c'est ce moment-là qui m'a ouvert les portes à ma carrière, et que je fais encore aujourd'hui. Donc c'est un moment émouvant, bien joué, émouvant, pardon. Et là, donc, voilà.
Ma mère a toujours été là, en ces moments-là, donc c'est une photo assez tendre, je trouve. Vous vous rappelez mais c'est pas trop ça, en fait. C'est pas trop le disque d'or. Ouais. C'est le rapport, c'est la façon dont ma mère me regarde, en fait, qui, je trouve cette photo touchante. Comment elle vous regarde? Comme une maman, quoi. Comme une vraie... Ouais, vous voyez. Bah ouais, ça se voit, ouais. Et vous, l'expression sur votre visage, elle dit quoi? Moi, je me rappelle, j'étais pas gêné, mais c'était tellement... on était tellement moins près à cette époque-là, hors réseaux sociaux, hors Star Academy, hors les télécrochets. On était tellement succès qui venait d'un seul coup comme ça, sur un projet, sur un truc. Moi, j'étais moins près de cette ascension fulgurante. Donc, j'étais un petit peu sur mes réserves ce jour-là. J'étais hyper content, mais assez ébahi de ce qui se passait, quoi. Ouais, donc voilà, je trouvais que c'était sympa. Ah ouais, c'est un bon choix de photo. Je voulais vous demander comment vous avez évolué par rapport au regard des autres sur vous tout au long de votre vie. Je me suis débarrassé de ça. Des autres, c'est-à-dire en dehors de ma famille? Ouais, du regard de tout le monde, parce qu'on a beaucoup parlé de vous, on parle de vous dans la presse, dans les médias, on vous a décrit par le prisme de vos parents quasiment toute votre vie. On a dû aussi vous juger, vous critiquer, vous scruter forcément tout le temps. Comment vous avez évolué depuis petit jusqu'au début de votre carrière, jusqu'à au moment de la mort de votre père, jusqu'à aujourd'hui? Ouh là là, ça fait beaucoup de choses à raconter. Mais globalement, à quel moment peut-être alors vous vous êtes débarrassé un petit peu de ce qu'on pouvait dire de vous? Il y a l'autre chose, mais vraiment, il y a plusieurs choses qui m'ont sauvé de ça. C'est la façon dont je me suis construit, la manière dont j'ai pris le temps de comprendre comment la vie autour de moi fonctionnait, comment les gens fonctionnaient. Donc j'ai été très attentif au fonctionnement de la vie. J'en ai beaucoup parlé dans mes chansons en même temps. Donc parce que je trouve ça assez fascinant. Comme tout existe sur cette terre, tous les comportements existent. Et il n'est pas bon de scruter tous les comportements. Donc moi, ce qui m'a sauvé, c'est ça. Plus aussi, je pense, ma façon d'être, où il y a un côté où je me dis, je m'en fous. Et l'autre côté, c'est le fait de rentrer dans mon studio et puis de continuer à créer, en fait. On peut dire tout ce qu'on veut, quand quelqu'un crée, il fait des choses. Les gens qui sont toujours à pester, à dire des choses, les gens qui font pas grand-chose, en fait, ou qui n'ont pas la chance d'être créatifs. Donc, c'est un peu le syndrome du mec qui gueule derrière sa télé devant un match de foot ou un truc. Et bon, c'est un petit peu ce genre de choses-là. Donc, mais je dis pas que ça m'a jamais heurté. Ça me heurtait quand j'étais jeune. Et puis parce que je venais des États-Unis, j'avais réussi là-bas, on a quand même réussi à avoir un album dans le top 30 là-bas, dans les charts. Et puis je suis venu grâce à ça aussi. Je comprenais pas pourquoi on disait toutes ces choses-là. Puis je me dis quelque part je retourne à la maison. Après je fais ma promo, je fais mon truc. Voilà. Et puis en troisième il y a le public qui m'a beaucoup sauvé. Parce que la presse est une chose. Après, il y a eu une sorte de presse qui était vraiment sympa avec moi. Ils n'ont pas tous été méchants et il y a des méchancetés gratuites. Non, il y a eu des super aussi, des super journalistes. Mais c'est le public. Le public, quand il est là et quand il vient à tes concerts et puis qu'il écoute ta musique, c'est ça qui compte en fait. C'est pas le reste. Et j'ai eu la chance d'avoir un public de dingue depuis le début, qui sont toujours là aujourd'hui et qui s'élargit. Et donc c'est ces trois choses-là qui m'ont sauvé un petit peu du regard des autres. Et puis après, je me suis dit, je connais bien, j'ai grandi dans ce milieu-là, on ne plaît pas à tout le monde. Et en même temps, on n'a peut-être pas envie de plaire à tout le monde non plus. Parce que vous avez échappé complètement au syndrome de l'imposteur. Ah oui. Le fameux. Ouais, complètement. Et tant mieux. Complètement. Mais c'était pas facile, ça aurait pu être rien n'est facile. Ouais. Non, c'est on dit du travail, c'est pas c'est un gros travail sur vous, j'imagine. Un gros travail sur moi, et puis de compréhension comment les gens fonctionnent aussi. Donc j'ai beaucoup analysé et donc j'ai compris. C'est quand on ne sait pas comment une montre fonctionne, comment le mécanisme, on sait pas. C'est un petit peu comme des Lego, quoi, des Lego de la vie, quoi. Mais ça m'a pris du temps. Mais qu'est-ce que c'est bon quand on se débarrasse de ça. Ouais, c'est clair. C'est vraiment un point en moins. Je crois que vous avez puisé pas mal d'enseignements dans un livre que vous citez souvent, le livre tibétain. Ah oui, ça a été mon livre de chevet pendant très longtemps. Ouais.
Qu'est-ce que vous a appris ce livre? Ben, en fait, moi, je suis devenu bouddhiste, on va dire, assez tôt pour essayer de trouver des réponses à des énigmes qui étaient en moi et des peurs, que je ne comprenais pas, voilà, d'où ça venait. Donc j'ai été vers le bouddhisme pour essayer de comprendre des choses. J'ai compris énormément de choses parce que j'ai été beaucoup de méditation. J'avais un guide bouddhiste pendant une vingtaine d'années, donc j'ai fait des retraites, j'ai fait pas mal de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis ensuite, donc il y a eu ce chemin spirituel qui m'a beaucoup aidé, et encore aujourd'hui, hein, et dans ce livre, on y retrouve, d'ailleurs je le conseille un petit peu à tout le monde, c'est pas du tout religion, tout ça, c'est vraiment une philosophie de vie. Et c'est un très beau livre à lire, je trouve. À quel moment vous avez ressenti l'envie d'être père? Est-ce que vous... Parce que forcément, quand on devient père, on se compare un peu avec la figure paternelle. Est-ce que vous, ça pouvait être un bloquant ou finalement c'est venu naturellement? Non, pas du tout. Non. Non, ce qu'on peut s'imaginer sur ma vie et sur tout ça, et à mon avis, n'est pas vrai. Moi, c'était quelque chose de naturel. J'avais envie d'être père, j'avais envie d'avoir des enfants. Et j'étais pas du tout, et je me suis pas mis en comparaison avec le mien en disant il faut pas que je fasse ça ou il faut que je fasse ça. On est qui on est, et on se ressemble beaucoup, mais on est très différents aussi. Donc j'ai pas eu du tout d'angoisse, et puis chacun fait sa route, et je me suis dit voilà, j'ai certaines armes, je vais essayer j'ai envie d'être papa, et puis de leur procurer leur apprendre des choses, et puis d'être au contact avec eux quand ils vont grandir. J'avais envie, c'était comme ça. Donc j'ai renoncé à pas mal de choses professionnelles pour être aussi proche des enfants. Et quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai bien fait, en fait, de passer autant de temps, voire un peu plus de temps sur les choses qui comptent aujourd'hui pour moi, que le succès. C'est important, le succès pour n'importe qui, parce que c'est vrai que quand on entreprend des choses, on a envie de les réussir. Mais pas que. Il y avait d'autres choses aussi pour moi qui étaient aussi importantes, voire plus. C'était le sang, la famille, les choses. Voilà, et donc quand je vois les sacrifices, entre parenthèses, qui n'étaient pas des sacrifices, mais que j'ai pu, les choses auxquelles j'ai renoncé professionnellement, je me dis que j'ai vraiment bien fait. Moi, j'ai renoncé à des films qu'on me proposait, j'ai renoncé à des tournées, j'ai renoncé à... Parce que ça allait durer... voilà, c'était trop petit, puis j'étais un jeune papa, et j'avais peur... justement j'avais pas envie, moi mes enfants c'est les extensions de moi, quoi, donc j'avais du mal, et je me suis dit voilà, je pense que plus tard elles me le rendront bien, je pense, et j'ai bien fait. C'est le cas? Et vous le rendez bien? Ouais. Alors c'était le bon choix. Parce qu'on est toujours en contact. Ouais. Ouais, on est comme ça, quoi. Je suis le père, mais je suis aussi le grand frère, j'ai un petit peu tous les rôles. Est-ce que vous avez déjà envisagé à un moment donné de votre vie de faire un autre métier, mais rien à voir avec la musique? Non. Jamais ça vous a traversé l'esprit? Non. Et si ça n'avait pas du tout marché? Donc j'aurais... pour moi? Ouais. J'aurais fait des musiques de films, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la musique, on peut faire marcher autrement. On peut faire des musiques de pub, on peut faire plein de choses. On peut être producteur. Donc ça serait rester près de la musique de toute façon. Ouais. Si vous aviez aujourd'hui quelque chose à dire à vos deux parents réunis en face de vous, ce serait quoi? Merci pour la folie. Merci, parce que même si j'ai des parents très différents, ils ont pris des routes différentes, j'ai eu une famille exceptionnelle qui m'ont laissé faire ce que j'avais envie de faire, et qui m'ont pas justement empêché quoi que ce soit. J'ai été libre de me planter, j'étais libre de réussir, j'étais libre d'investiguer sur ma personne, voilà, ils m'ont jamais... j'ai eu cette liberté, et pour moi c'était un luxe. Voilà. Merci beaucoup David Hallyday. Et puis surtout beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Merci.